Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau petit podcast que je crée qui est là pour revenir sur les parties de jeux de rôle que moi j'ai pu animer en tant que maître de jeu. C'est une vidéo qui va se concentrer tout aussi bien sur une critique du jeu de rôle que sur des conseils que je vais pouvoir vous donner, aussi sur des retours de parties par rapport à l'expérience que j'ai eue, et ce qui va vous permettre en tant que maître de jeu de vous donner un petit peu une idée de jeu de rôle auquel j'ai pu jouer, éventuellement de vous donner envie et d'avoir quelques armes pour préparer ces scénarios. Et donc pour ouvrir le bal, aujourd'hui je vais vous parler de ma très grande et très longue campagne de Pax Elfica. Voilà, Pax Elfica, c'est une très grande campagne qui est éditée par les 12 singes, une petite maison d'édition. J'aime vraiment beaucoup tous leurs produits parce qu'ils proposent souvent des campagnes dans des espèces de grands formats, un peu pack collector. On a souvent un petit coffret dans lequel il y a plein d'éléments qui permettent de jouer à la campagne. Je sais pas si vous allez voir sur mon étagère là, je ne pense pas que c'est dans le cadre, mais j'ai beaucoup de campagnes des 12 singes, Arcade 15, la Lisière, la Ville en Jaune que j'ai déjà fait jouer, les Encagés que j'ai déjà fait jouer. Les Encagés, c'est une de mes plus belles expériences de jeu de rôle à ce jour. Et à chaque fois ce sont des campagnes que j'appelle clés en main. Pourquoi? Parce que dans le coffret vous allez avoir plein d'éléments qui vont permettre de prendre en main rapidement la campagne, mais surtout plein d'éléments qui vont permettre de donner du relief à cette campagne. Énormément d'aides de jeu. Voilà, par exemple ça va être le coffret des aides de jeu, donc c'est des gros coffrets avec dedans vous avez des cartes de plusieurs endroits dans lesquels les joueurs vont pouvoir jouer. Vous avez des fiches de bataille, des fiches de personnages, vous avez des fiches qui vont vous aider en tant que meneur de jeu de garder le calendrier de la campagne pour vous y repérer, des fiches sur les factions, parce que c'est une campagne qui est assez dense avec énormément de factions qui vont évoluer. Donc pour garder une trace de tout ça, vous allez avoir besoin de tous ces éléments, et pour ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc si vous voulez, c'est un format qui moi me parle beaucoup parce que j'ai quand même assez rarement écrit mes propres histoires de jeux de rôle, pas parce que j'ai pas envie de le faire, mais quand je l'ai fait, ça me prenait énormément de temps. C'était assez obsessionnel, j'en rêvais la nuit quoi. Je me souviens d'avoir écrit un gros scénario Cthulhu, et vraiment je trouve que c'est écrire du jeu de rôle, c'est tellement chronophage, ça demande tellement d'investissement, alors que moi j'ai toujours aimé me confronter à des scénarios déjà préécrits, quitte à les modifier, quitte à réécrire certaines parties. Vous allez voir comme j'ai pu le faire dans Pax Elfica, mais c'est pour ça que j'adhère vraiment et j'accroche vraiment à ce format que proposent les 12 singes, avec des campagnes qui vont tenir, parfois c'est des campagnes qui vont tenir seulement sur quelques jours, comme la Ville en Jaune, plusieurs mois pour les Encagés, et là pour Pax Elfica, nous avons joué quand même 2 ans. Pourquoi moi je l'ai acheté au départ? C'est parce que j'aime beaucoup le pitch de base de Pax Elfica. Pour vous faire un résumé un petit peu concis, c'est dans un monde du coup fantastique, un petit peu à la Donjons et Dragons. Il y a une région assez isolée qui s'est fait balayer par les armées du Nécromant, et les elfes de la Naria Morienne, qui sont des elfes un petit peu éthérés, très étranges, sont venus sauver tout le monde. Et une fois qu'ils avaient débarrassé la région du Nécromant, ils ont dit oui d'accord, c'est bien sympa, et maintenant nous on reste. Et donc ça devient les nouveaux colons, les nouveaux envahisseurs. Voilà, donc il y a vraiment cette notion là que j'aime beaucoup d'impérialisme, et donc les joueurs vont interpréter des membres de la résistance qui vont essayer de renvoyer l'envahisseur elfe de chez eux. Et en plus ce sont tous des personnages qui travaillent dans la même auberge, une auberge qui est au sein de la ville de Brenhaven, là où se passe toute l'intrigue. Et donc ils vont avoir un petit peu ces deux casquettes là, d'aubergistes et en même temps résistant. Alors ça marche très bien parce que par exemple le petit alphelin qui est alchimiste du groupe, ça va être le brasseur. La naine qui est forgeronne, et ben c'est elle qui va être la maréchale Ferrand dans l'auberge. Donc ils ont tous un petit peu ce double travail. Le grand costaud du groupe, ça va être le videur. Il y a déjà un petit peu de base cette idée un peu cathartique dont tous les joueurs ont rêvé, j'ai l'impression, dans une partie de jeu de rôle, c'est on va gérer une auberge. Voilà. Et donc le jeu prend ce postulat de base qui est très sympa, à voir effectivement si les joueurs s'investiront pleinement là-dedans ou s'ils partiront sur autre chose, mais il y a quand même ce constat de base qui est très cool, en plus d'un ennemi, les elfes, qui est, je trouve, qui sort de l'ordinaire, qui sont très particuliers, et c'est en plus une campagne avec énormément d'arcs narratifs et de secrets différents. C'est ça qui m'a fait l'acheter, parce que j'ai énormément de mal, moi, avec les univers un petit peu fantastiques. J'adore Warhammer, mais c'est vrai que je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons, malgré toute mon expérience de maître de jeu. Je ne me suis jamais lancé dans Donjons et Dragons, parce que je trouve qu'on tourne souvent dans des histoires un petit peu manichéennes, le bien contre le mal et tout ça. Et là, je trouvais que, justement, on avait une vision un petit peu dès le pitch de base assez grise de ce que pouvait être ce scénario, avec les elfes justement qui se drapent de vertu. Quand ils constatent des délits ou des crimes, ils ne tuent pas les gens, mais ils les enferment. Donc par exemple ils vont transformer les humains en espèces de zombies qui sont sous le contrôle des elfes. Donc ils ont une espèce de vertu morale un petit peu au-dessus de tout le monde, et c'est ça qui m'a fait vraiment vouloir jouer ce scénario là, parce que je trouvais que le méchant et les enjeux de la campagne étaient particulièrement intéressants. Pourquoi je trouve aussi que cette campagne me faisait de l'œil et pourquoi c'est une réussite, c'est parce que c'est une campagne bac à sable. C'est indiqué sur le dos du livre pour MJ expérimenté. C'est objectivement la campagne la plus compliquée que j'ai à gérer, parce que toute l'intrigue de cette campagne va se passer dans
une seule et même ville qui a déjà énormément de protagonistes qui interagissent les uns envers les autres, et en tant que maître de jeu, vous allez être bien obligé de connaître absolument par cœur tous ces personnages, toutes leurs intrigues et toutes leurs motivations, ainsi que tous les éléments qui composent la ville. Parce que quand des joueurs vont vous dire, eh ben moi tiens je vais aller là-bas à telle auberge pour voir ce qui s'y passe, si vous ne savez pas qui y travaille, si vous ne savez pas quels sont leurs objectifs, et ben régulièrement, et j'ai dû le faire, parce que vous ne pouvez pas connaître tout par cœur, vous allez devoir refeuilleter dans vos livres pour se souvenir, ah oui là-bas il y a tel enjeu, il y a ça qui se passe et tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu gargantuesque, je ne la referai pas jouer parce que c'est très rare que je fasse rejouer des campagnes, j'ai eu mon expérience, c'était très bien, mais je pense qu'effectivement si vous êtes amené à la faire jouer une deuxième fois, c'est quand même vachement plus confortable parce que vous êtes quand même déjà familiarisé avec tous les lieux, avec tous les personnages. Donc préparez-vous en tant que MJ à un boulot absolument monstre en impro, parce que c'est une campagne qui laisse énormément libre cours à l'improvisation et aux décisions des joueurs qui vont vraiment influencer d'un côté ou de l'autre les arcs narratifs de la campagne. Mais c'est ce qui fait aussi sa grande qualité, voilà, à partir du moment où vous êtes dans du jeu de rôle et vous pouvez improviser à loisir, que les joueurs se sentent extrêmement libres de faire ce qu'ils veulent, c'est hyper agréable en tant que maître de jeu et en tant que joueur. Je pense, avec l'expérience que j'ai eue, que mes joueurs ont peut-être moins ressenti cette sensation de liberté et d'influencer l'histoire d'un côté ou de l'autre, parce que comme je vous l'ai dit, il y a 4 grands arcs narratifs, j'en parlerai dans les parties spoiler. Les joueurs ne pourront pas explorer l'entièreté de ces 4 arcs narratifs, il y a trop à faire. Mais du coup, en laissant de côté certaines choses, eux ne réalisent pas ce qu'ils ont laissé vraiment de côté en se concentrant, voilà. C'est un exemple tout bête, comme je vous ai dit dans l'intro du début, vous pouvez peut-être vous concentrer plutôt sur le fait de gérer votre auberge plutôt que sur le fait de vouloir absolument virer les elfes de chez vous. C'est un exemple assez simple, mais c'est pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça peut représenter dans la campagne. Là, vous ne pourrez absolument pas être déçu, effectivement. Donc je vous l'ai montré, il y a le livre de base, mais la campagne elle est fournie avec tout un tas de documents, d'aides de jeu qui sont vraiment hyper agréables. Tous les personnages importants sont illustrés dans les livres. C'est dommage parce que dans les autres campagnes, par exemple la ville en jaune, les encagés, étaient fournis des petits portraits que vous pouvez distribuer aux joueurs. Bon là, on a fait une conversation au WhatsApp et j'ai envoyé les photos quoi. Mais ils sont tous très bien illustrés, dans le même style. C'est hyper joli. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la campagne, c'est que cet univers là, cette ville de Brenhaven et la région du Val Septante, elle vous apparaît vraiment vivante. Vous avez vraiment l'impression que tous ces personnages, au bout d'un moment, vous les connaissez par cœur, ils font partie de vos cercles d'amis ou de vos antagonistes. Plus la campagne avance, plus les joueurs se sentent vraiment impliqués dans cette ville et se sentent vraiment vivre au sein d'un univers qui est réaliste et vivant. Donc dans la campagne, en plus, moi j'ai acheté l'intégral, le pack collector, hein. J'avais pas fait le crowdfunding parce que j'avais découvert un peu les 12 singes sur le tas, j'ai tout acheté ensuite. Donc en plus de tout ce que je vous ai montré, il y a un petit livre d'intrigues supplémentaires qui sont là pour aider à jouer après la campagne. Une fois que vous avez atteint vos hauts niveaux pour pouvoir continuer avec vos personnages, c'est pas très intéressant objectivement après l'immense climax que peut être la fin de Pax Elfica. Voilà, moi je sais que je ne le jouerai pas. Vous avez un guide du joueur qui est très intéressant, qui est destiné aux joueurs parce que ça vous montre un petit peu toute la ville en détail avec les différentes personnes que vous pouvez y croiser. Et ça qui est un petit peu compliqué, c'est que vos personnages sont dans cette ville depuis des années, sauf que vos joueurs ne la connaissent pas encore. Et ça c'est trop bien pour aller vous plonger un petit peu et de regarder dans le quartier du port. Il y a un mendiant qui s'appelle Ewan et qui pour vos joueurs peut être éventuellement une source de ragots intéressante. Donc c'est vraiment un élément de jeu qui permet aux joueurs d'aller justement créer du roleplay, de créer des interactions. Je regrette de ne pas l'avoir mis assez dans les mains de mes joueurs, qu'ils le feuillettent régulièrement. En tout cas voilà, c'est un bon résumé justement pour savoir qui gère la ville, quels sont les rapports entre les factions. Voilà, ça c'est un outil très intéressant et je regrette de ne pas l'avoir assez utilisé ou de dire à mes joueurs mettez-vous dedans, plongez le nez dedans et allez chercher des informations qui vous permettent justement d'avoir des interactions intéressantes dans le jeu. Il y a également un guide de la région qui est destiné aux MJ. Ça vous permet d'étendre un petit peu les histoires, de savoir ce qui s'est passé autour de Brenhaven. Objectivement, je l'ai dit une fois avant la campagne, c'est pas très intéressant et vous n'êtes pas réellement obligé de vous en servir. Et j'ai acheté pour avoir tout clé en main le compagnon dans lequel il y a un peu le guide des joueurs, dans lequel il y a des scénarios d'introduction et tout ça. J'aimais bien parce qu'il était en cartonné. Donc je l'ai pris. Ce n'est pas objectivement très intéressant non plus pour faire jouer tout ce que vous avez à jouer. C'est plutôt pour... c'est une extension, voilà, si vous n'en avez pas assez de Pax Elfica.
Nous, je vous dis, on en a déjà eu pour 2 ans, donc objectivement, c'était plus pour avoir la collection complète. Je regrette, c'est dommage que j'ai pas mon petit coffret collector blanc avec Paxelfica dessus dans lequel j'aurais pu tout ranger, voilà. C'est tout ce qui manque à cette très belle campagne. Dans la mise en boîte, il manque un petit coffret collector. Alors je sais que c'est très compliqué, c'est des coûts supplémentaires terribles, hein, mais j'aurais quand même bien aimé avoir mon petit coffret Paxelfica. Et dernière chose, et pas des moindres, un très bel écran, voilà, en plusieurs volets. Où on voit les elfes qui enlèvent les enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont des pouvoirs magiques en ville, dans cette région, personne ne sait pourquoi, et les elfes les emmènent dans leur forêt, et ils n'en reviennent jamais. Ça c'est l'auberge de l'épée, on voit les différents membres avec plusieurs des personnages, voilà, il y a Klaus, il y a Tarivel, voilà, il y a plein de personnages que vous allez pouvoir croiser. Et encore les elfes mystérieux qui viennent de la forêt de la Naria Morienne. L'écran, ça peut pas être un rappel des règles derrière, parce qu'en fait il y a 2 manières de jouer. Il y a 2 règles différentes, mais je m'en suis pas beaucoup servi. Voilà, des informations qui sont derrière, objectivement, ça m'a pas été trop utile. Mais alors effectivement, il y a 2 manières de jouer, puisqu'il y a 2 systèmes, et en ça la campagne est assez incroyable, puisqu'ils ont fait un effort assez impressionnant de proposer la campagne et en version Donjons et Dragons et en version clé en main créée par les éditions des 12 singes. Alors moi je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons, donc j'ai joué forcément avec le système clé en main, qui a des petits défauts, mais déjà je tiens à préciser que c'est quand même assez exceptionnel qu'ils aient fait cet effort là, parce qu'il n'y aurait pas eu ce système clé en main, moi je n'aurais pas joué à Paxelfica. Le système, je trouve qu'il est très bien dans certaines choses, parce que vous avez souvent lancé 3 dés de couleurs différentes, et en fonction des dégâts que fait votre arme, vous allez choisir une couleur de dés. Par exemple vous lancez 2 dés rouges, 1 dé bleu, si votre arme fait 1 dé 6 de dégâts, et ben en plus de votre jet d'attaque, vous aurez sur le dé bleu, le 1 dé 6, le résultat de vos dégâts. Si votre arme fait 2d6 de dégâts, vous aurez sur les 2 dés rouges le résultat de votre arme. Moi je vous inviterai quand même à jouer avec le système Donjons et Dragons qui je pense vous permet quand même vachement plus de liberté par rapport à la création de vos personnages, parce qu'il y a plusieurs magiciens dans l'équipe, et vous aurez vachement plus de latitude pour choisir des sorts, parce que là il y a des sorts qui vous sont imposés. Et je trouve que les personnages magiciens, on ne les pousse pas vraiment dans le système clé en main vers leur potentiel de magie, voilà. Donc je pense que vous avez beaucoup plus de latitude avec Donjons et Dragons. Ce qui m'a un petit peu dérangé aussi avec le système clé en main, c'est que dans toutes les compétences qui sont proposées, il y en a qui sont beaucoup trop utilisées par rapport aux autres, il y en a qui sont trop anecdotiques. Voilà, je me souviens par exemple dans les jeux de rôle de fantasy auxquels j'ai pu jouer, Warhammer, je me souviens que entre la capacité de combat, la dextérité, force mentale, je trouvais qu'il y avait vraiment un équilibre et qu'on était quand même amené souvent à utiliser toutes les compétences. Alors que là, je saurais plus vous dire lesquelles, mais je trouve qu'il y a vraiment des compétences dont on ne se sert quasiment jamais et d'autres qui sont beaucoup trop utilisées. J'arrêtais pas avec mes joueurs de dire mais il n'y a pas ça comme fais-moi un jet de telle compétence ou quelque chose qui y ressemble, mais il n'y a pas ça comme compétence, et du coup on essaie de trouver une compétence qui collait le mieux, mais à chaque fois en fait on retombait sur les mêmes compétences, ça c'est un petit peu dommage. Et même en fin de partie mes joueurs ont trouvé quand même que c'était un petit peu complexe, parce que tu rajoutes des 1d6+, c'est-à-dire que quand tu fais un site tu peux le relancer, mais avec 2 points d'héroïsme tu peux relancer un jet, en fait il y a une accumulation de règles qui fait que mes joueurs, alors qui ont quand même été habitués à des systèmes aussi assez simples, hein, il y en a beaucoup qui viennent d'Alien, voilà. Mais il n'empêche que même à la fin, même après 2 ans de campagne, on avait encore des doutes et des litiges sur les règles pour être sûr de ne pas se rater, quoi. Donc ça peut être un petit peu problématique. Avant de passer à la partie spoiler et aux conseils pour les maîtres de jeu, ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est une très belle campagne. C'est très impressionnant et très agréable d'avoir un si grand terrain de jeu qui t'est offert clé en main comme ça, avec des personnages tout à fait passionnants, des arcs narratifs, plein de surprises. Il y a eu des gros moments, des grands effets un peu waouh autour de la table à certains moments. C'est un jeu qui laisse énormément de liberté, qui propose un cadre de jeu aussi qui sort vraiment de l'ordinaire, qui va vous sortir un petit peu de ce côté très classique manichéen des mondes un petit peu de fantasy pour rentrer dans la résistance et dans des dilemmes moraux, des choix moraux qui sont terribles, hein, comme on peut imaginer, voilà, la résistance. J'ai une impression très positive de Paxelfica. Je le trouve évidemment un peu en dessous des Encagés, qui est moi une campagne qui m'a beaucoup marqué, mais qui est dans un style radicalement différent. Il n'empêche que je trouve qu'on a eu des gros moments, et puis aussi cette chance quoi, de pouvoir avoir toutes ces aides de jeu, tout ce contexte, toute cette facilité qui est mise en place pour pouvoir aider le MJ dans la gestion d'une si grosse campagne bac à sable. Donc moi je ne peux que vous inviter évidemment à vous le procurer. Les MJ, attendez la partie spoiler pour découvrir un petit peu les secrets de l'intrigue, comment moi j'ai géré tout ça, et qu'est-ce que j'ai changé dans l'intrigue je trouve pour la rendre plus intéressante. Là vous pourrez vous faire vraiment une idée si ça vous plaît ou pas. Et il y a sur un super Discord qui est des 12 singes, qui est très bien animé, où on répondra à toutes vos questions si jamais vous avez des questions sur le sujet.
Un des petits soucis de Pax Elfica, et si j'étais amené à le faire rejouer, c'est que je trouve que les 4 arcs narratifs sont hyper bien équilibrés. En revanche, les factions, elles, ne sont pas assez équilibrées dans l'importance qu'elles vont avoir, je trouve, dans l'histoire. Je trouve que la faction des réfugiés est beaucoup trop mise en retrait dans les événements qu'il peut y avoir par rapport aux elfes, ou par rapport aux Ifriers, ou par rapport même à l'auberge du pont. Je trouve que Kanan, c'est un petit méchant secondaire, alors que pour moi on devrait en faire un très très grand méchant. Il n'empêche qu'il a eu des interactions super avec mes joueurs et tout ça. Peut-être que si nous avions eu un personnage comme Rike qui elle est impliquée vraiment dans l'histoire des réfugiés, je pense que ça aurait pu jouer. Alors qu'est-ce qui s'est passé de cool et de bien pendant ma campagne? Qu'est-ce qui a bien marché? Je trouve que mes joueurs étaient très attachés à leur personnage. Je pense que certains de mes joueurs ont tiré un peu la couverture vers eux dans le sens où ils étaient très impliqués dans les enjeux de leur personnage et du coup l'histoire s'est beaucoup plus orientée sur leur personnage plutôt que sur les autres. Tant mieux, hein, ça a créé des choses absolument géniales, mais j'avais ma joueuse Camille qui jouait donc Tala Rivel. On a fait une version féminine de Tano Rivel, c'est devenu Tala Rivel, qui elle a été très impliquée dans les histoires des elfes, l'immortalité, sa place en tant qu'elfe et humaine, qui est rejetée par les humains parce que c'est une demi-elfe, qui est rejetée par les elfes parce que c'est pas une vraie elfe. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, et comme moi les elfes ont eu dans ma campagne un enjeu central, je me suis même posé la question de me dire, mais s'il n'y avait pas eu le personnage de Tala Rivel, est-ce que vraiment on aurait pu explorer en entier quoi, les dimensions de cette campagne sur les enjeux moraux que ça représente, l'immortalité, la mortalité, voilà, qui sont vraiment au cœur de l'intrigue quoi. Donc ça c'est une question que je me pose, est-ce que tu peux vraiment te passer du personnage de Tala Rivel qui pour moi est vraiment dans son personnage central au questionnement que pose l'intrigue quoi. Mais par exemple, j'ai eu un joueur qui a joué Vern, Vern n'a pas vraiment du tout exploité son côté je suis un ancien réfugié. Il est vraiment allé à fond dans je suis dans la résistance, c'est même lui qui est devenu le chef de la résistance. Tout comme mon joueur qui jouait une version masculine de la naine, et ben lui n'a pas vraiment exploité son lien fort que pouvait avoir son père avec les Ifriers. Bon, les Ifriers, ils ont traité avec eux comme ils pouvaient rejoindre la résistance, mais du coup, si vraiment, je pense qu'il était allé à fond dans son personnage, enfin dans ce que proposait son personnage de base, il serait beaucoup plus allé vers les Ifriers, il aurait absolument voulu les rejoindre, vous voyez, ce côté un petit peu fanatique de vouloir reprendre le flambeau de son père avant de se rendre compte en fait que les Ifriers sont des pourritures quoi. Donc ça, vous êtes aussi dépendant de à quel point les joueurs vont tirer la couverture vers eux. Ce que j'aurais dû faire, c'est, et ce que je vous invite à faire à vos joueurs, c'est de leur faire bien prendre en compte dès le départ, ce que moi je n'ai pas fait, les enjeux de chacun de leurs personnages. Voilà, toi tu es Rike, tu es une réfugiée, et vraiment si tu veux développer ton personnage, il faut que tu t'intéresses à la cause des réfugiés, voilà. Vous fassiez ça avec chaque personnage pour éviter ce que mes joueurs ont fait, mais au final c'était très bien parce que la campagne est assez riche, ça ne pose pas de problème, mais on s'est tous dit au bout d'un moment, bah, Tala Rivel c'est le personnage principal, parce que tout se mettait à tourner autour d'elle, et en même temps je vous dis, je trouve que les autres joueurs n'ont peut-être pas assez tiré la couverture vers eux. Il n'empêche que le personnage de Tala Rivel est tellement central au questionnement qui se pose dans la campagne que je trouve c'est un peu naturel en fait qu'elle prenne le lead quoi. En plus nous le personnage de Tala Rivel, le capitaine de la garde, avait vraiment un rôle important, il a vraiment pris un rôle important. Et du coup, voilà, leur relation était très belle et tout ça, c'était très beau. Alors, je voudrais déjà parler de cet aspect un peu bac à sable qui, je me souviens, et en fait il y a plein de scènes, et ça qui est génial en tant que MJ, auxquelles tu ne t'attends pas, et qui sont absolument géniales. Je me souviens d'un enfant qui a la fièvre, qui est dans une chambre de l'auberge, les elfes arrivent pour faire une perquisition, de l'auberge, qui a eu des dénonciations et tout ça, et au moment où Tala elle rentre dans la chambre de la gamine avec le personnage de Johanna qui est un PNJ pour moi, l'enfant est en train de léviter dans la pièce avec tous ces meubles qui lévitent. Et il y a les elfes qui sont en train de monter l'escalier. Là c'est la panique, donc il y a Johanna qui bloque la porte et Tala elle sait pas quoi faire. Et Tala, je sais pas si vous le savez, elle a un pouvoir qui permet de téléporter des objets à 10 mètres. Enfin c'est des petits objets. Mais en dépensant des points d'héroïsme, en fait je lui ai fait faire tout téléporter. Elle téléporte tous les meubles à l'extérieur. Et donc les elfes défoncent la porte. Ils arrivent à défoncer la porte au bout d'un moment. Au début elle dit non rentrez pas, je suis toute nue. Ils défoncent la porte et ils la retrouvent juste avec une gamine dans les bras dans une pièce complètement vide. Et j'avais mes soldats elfes qui patrouillaient dans la pièce qui faisaient un peu en mode c'est bizarre et tout. Et je décris à Tala que juste derrière l'elfe à la fenêtre on voit une commode qui flotte comme ça. Et au moment où il va se retourner, je montre que le garde va se retourner. Ah, elle se met à hurler, elle se met à pleurer pour attirer son attention. C'était génial, il y a trop d'idées comme ça qui étaient vraiment
Vraiment super. Il y a des grands moments, je trouve, un peu charnières, moi, qui ont marqué la campagne. Avant d'y venir, juste, je voudrais dire que vos personnages, vous devriez leur dire dès le début de la campagne qu'ils ont l'habitude de sortir le soir et de briser le couvre-feu. Parce qu'il n'y a pas tant de conséquences à briser le couvre-feu. Et vos personnages ont déjà cette expérience-là. Parce que moi, la première scène où Klaus disparaît, mes joueurs étaient tellement terrorisés par les conséquences qu'il pouvait y avoir qu'ils ont décidé de sortir un petit peu, mais très vite de rebrousser chemin. Mais justement parce que je pense que je leur avais mal indiqué et qu'ils réalisaient mal à quel point les conséquences sont pas non plus catastrophiques au fait de sortir. Si t'es multirécidiviste, oui, au bout d'un moment, t'es infecté et c'est ciao quoi. Mais c'est pas leur plus gros souci. En événement assez marquant qui ont coupé court à un grand arc, c'est l'arc de l'auberge du pont. Carmichael n'arrêtait pas d'être une ordure avec eux et arrive un moment où Carmichael essaye de recruter la flèche. Alors nous, la flèche à ce moment-là, c'était Tala Rivel. C'était Tala. Je dis Tala parce que tout le monde l'appelait Tala, voilà. C'est Tala parce que eh bien, la flèche Anthelm s'était déjà révélée et en fait Anthelm était parti à l'extérieur de Brenhaven dans le domaine des Orville en fait pour organiser une succursale de la résistance là-bas et récupérer les réfugiés, les gens qui auraient besoin de quitter la ville. Ils partaient chez les Orville pour pouvoir travailler dans les champs et tout ça un petit peu à l'abri. Donc Tala va se faire recruter par le personnage de Lev Turdan qui est à la solde de Carmichael. Et elle arrive à le convaincre, elle dit écoute moi je veux bien rencontrer Carmichael. Et la rencontre a lieu de nuit sur le ponton de l'auberge du pont, ils arrivent en barque, ils sont plusieurs. Et Carmichael a déjà prévu le coup parce que lui il veut assassiner la flèche, il se rend compte que la flèche ne sera pas avec lui. Et ils avaient oublié, mes joueurs avaient oublié, j'aurais fait un jet pour s'en souvenir mais ils ont raté, que Carmichael a un sorcelet qui permet de se souvenir, de savoir instantanément le prénom des gens qu'il a en face de lui. Même si la personne est masquée. Donc quand ils arrivent en barque, Carmichael se rend compte que la flèche c'est Tala Rivel, ses pires ennemis. Il fait un signe à ses hommes qui sont cachés dans les différents étages de l'auberge du pont, qui se mettent à leur tirer dessus à l'arbalète, à l'arc et tout ça. Une bataille commence. Parce que les joueurs avaient prévu un peu le coup que ça parte en cacahuète. Et de l'autre côté de la rive, il y avait notre petit Sigmund l'alchimiste qui a dit bah moi je rentre dans la danse, j'avais prévu des cocktails avec de quoi les lancer. Il a fait des fioles incendiaires. Et il dit je les lance sur le toit de l'auberge. Et moi, j'étais de poker face. Je dis, sur le toit? Ouais, sur le toit, ouais. Il réagit trop bien son jet. Tout le toit de l'auberge commence à prendre feu. Et il balance des fioles d'huile. Tout ça pour que l'auberge s'enflamme de fou. Sauf que, si vous connaissez les secrets de l'auberge du pont, dans les combles de son auberge, Carmichael, il a toute une troupe de mercenaires miniaturisés qui s'entraînent sans relâche pour prendre la ville ensuite. Donc le temps qu'ils évacuent, ils n'arrivent pas à évacuer. Et l'auberge du pont brûle. Les quelques hommes qui arrivent à sortir, ils défendent l'auberge du pont contre Morgan, qui était déjà devenu un boucher, on l'a appelé le boucher de Brenhaven après, parce qu'il les a tous massacrés, ils pensaient que c'était juste des hommes à la solde de Carmichael. Et donc, mes joueurs se sont débarrassés de l'auberge du pont et de tous les soldats qui étaient entraînés. Alors, mes joueurs n'ont pas eu trop de choc moral, mais je trouve qu'il y a quand même un enjeu moral à te dire, ils ont tué une soixantaine à centaine de personnes, je sais plus combien il y a de gens là-dedans, qui meurent brûlés vifs dans les combles de l'auberge du pont. L'auberge brûle, Carmichael, on découvre en fait qu'il organisait un réseau de résistance, il est enfêté avec la plupart de ses hommes, et toute une péripétie où le reste de ses hommes ont essayé de récupérer le trésor de Carmichael qui était caché dans les vêtements de sa mère. Ils se sont fait choper aussi avec mes joueurs, ils se sont tous fait enfêter. Donc ça a très mal fini pour l'auberge du pont, mais ce qui a terminé radicalement aux deux tiers de l'aventure, je dirais, tout un arc narratif avec l'auberge du pont qui n'a plus lieu d'être quoi. Et donc Carmichael était enfêté et Erisadam, pour punir mes joueurs à un moment, il leur a demandé de s'occuper de tous les enfêtés de l'auberge du pont. Et donc sans jamais les maltraiter. Et donc les joueurs qui les haïssaient étaient obligés de laver Carmichael qui était enfêté, qui était devenu un zombie. Donc ça c'était très, très rigolo. C'était un dilemme très sympa. Autre moment très marquant, comme Carmichael avait été enfêté, et que dans l'arc de l'auberge du pont, Carmichael tente un attentat sur Tarivel dans les bains, et ben ça ne pouvait plus avoir lieu, mais j'ai quand même, comme c'est un événement assez marquant, j'ai quand même décidé que c'était Erisadan et Enulorier qui allaient s'occuper de Tarivel, qui vraisemblablement commençait à trahir, parce qu'il œuvrait complètement de concert avec la résistance. Et c'était vraiment, mes joueurs s'étaient énormément attachés à Tarivel, parce que c'est quelqu'un qui les a sauvés de plein de situations. C'était vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Ma joueuse Tala était très attachée à lui. Et effectivement, les bains sont empoisonnés. Ça s'est joué à un tour, mais Tarivel est mort dans les bras de Tala. Franchement, ma joueuse, elle pleurait. Moi,
C'était pas loin, j'étais au bord des larmes aussi. J'étais vraiment très touché par cette scène. Je me suis dit, waouh, là on vit un truc fort parce qu'on s'était vraiment attaché à ce personnage-là. Tous autour de la table. Hein. Et c'est là que tu commences à voir que t'as des alliés qui tombent et que tout le monde ne reviendra pas en vie de ce soulèvement et que il y a le prix à payer d'une résistance qui va être le prix fort et ça risque de poser énormément de problèmes. Autre moment marquant qui a mis un sacré coup près dans la campagne, c'est que mes joueurs, une fois qu'il y a eu l'apparition de Bren et dans l'auberge du pont, dans les sous-sols de l'auberge du pont, dans le silo, et les nécromants qui viennent essayer de récupérer tout ça, de récupérer le fantôme de Bren, ils sont tous passés à la question par les elfes et j'ai un joueur qui a tout balancé. Parce que les elfes, ils avaient aidé à exorciser l'auberge d'un fantôme qui avait été installé par Ragnar et du coup lui il était en mode en fait on peut coopérer un petit peu avec les elfes et donc il a expliqué d'où venait cette vision, d'où venait un peu cette terre magique dans le silo et là les elfes disent ah ouais, et ben prenez vos affaires, vous avez 20 minutes pour quitter les lieux, l'auberge ne vous appartient plus. Et mes joueurs ont perdu l'auberge de l'épée comme ça. Parce que du coup il y a un Modrial qui a été fait pousser à la place. Il y a une deuxième sylve qui a poussé. Voilà, ils sont allés du coup loger chez Enguerrand d'Orville dans la demeure familiale d'Ambrenaven de Enguerrand d'Orville. Ça a été très dur, hein. C'est un gros choc de dire putain on a perdu l'auberge de l'épée et tout ça. Et pareil je trouve ça change les dynamiques avec l'auberge du pont, ça change énormément de choses. Ouais ça a été un moment très difficile pour mes joueurs mais voilà c'est tout, c'est les choix, ils ont des conséquences et c'est plutôt cool de voir à quel point l'histoire peut basculer de tout à rien. Ce qui m'a vraiment le plus plu dans cette campagne, c'est toute l'histoire autour des elfes, de leur immortalité qui a disparu. Et en fait, c'est une histoire très tragique, quoi. Les elfes, ils sont là pour essayer de sauver leur peuple, parce qu'ils sont en train de mourir. Et moi, j'ai vraiment développé ça, j'ai vraiment appuyé ça, puisque en découvrant la mortalité, les elfes qui étaient si purs, si élégants, si distingués, ils se mettent à avoir des comportements de plus en plus humains, voilà. De traîtrise, de panique. À un moment, j'avais dit, Tarivel, dans sa lettre d'adieu, il disait qu'il réagissait comme des enfants terrifiés. Et c'est là aussi dans la campagne où je trouve que c'est compliqué de faire aussi stylé qu'un méchant comme Ainulorier. Voilà, Ainulorier et Rissadan, pour moi, c'est la tête pensante de ce qui se passe. Parce que je trouve que les autres méchants n'ont peut-être pas assez de profondeur dans leur personnage. Alors vous allez voir que moi, j'ai vachement plus développé Ainulorier et Rissadan pour leur donner encore plus de profondeur. Mais il est possible qu'ils se fassent tuer assez rapidement, même si avec leur carac, ça me paraît un petit peu compliqué, à moins d'un attentat ou quelque chose auquel ils s'attendent pas, ça me paraît un petit peu difficile de les prendre par surprise, surtout au début avec le bas niveau que puissent avoir mes joueurs. Mais je trouve que, en fait, il faudrait donner plus de profondeur à Ragnar ou à Kanan, parce que ce sont des méchants qui sont un peu unilatéraux, voilà. Et c'est le grand méchant nécromant en fait qui manipule tout. Moi je pense qu'il faudrait lui donner plus de profondeur. Si je le faisais rejouer, je dirais que Kanan en fait, il a quelqu'un un peu comme Mr. Freeze, quelqu'un qui lui est très cher et qui veut absolument faire revivre. Et que moi j'ai remis ça au cœur de ma campagne. C'est encore une question sur la mortalité. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts de faire face à la mortalité et qui veulent trouver une autre solution. Donc ils font le mal tout en voulant faire le bien. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire ressentir avec Ainulorier et Rissadan, qui sont vraiment devenus les grands méchants de ma campagne. Parce que Ainulorier, elle voit ça comme une malédiction. Et Ainulorier, je l'ai fait entendre à mes joueurs en fait que même si les elfes étaient sauvés et qu'ils récupéraient les Modrial allaient encore mourir dans quelques milliers d'années. Et en fait, elle est devenue complètement folle par rapport à ça. Parce que le coup de... en fait, elle veut remplacer la reine et créer son propre dominion. Je trouve ça complètement inintéressant. Bon, je vais pas vous mentir... je trouve ça vraiment pas intéressant de dire juste elle en devenir la nouvelle reine, alors que moi je l'ai fait devenir folle par rapport à ça et elle était en mode mais la mortalité c'est une malédiction, moi je vais sauver mon peuple de ça et je vais sauver les humains de ça. Voilà, elle était vraiment en mode, moi qui ai vécu des milliers d'années parce que j'ai dit que c'était l'elfe la plus ancienne. Voilà. J'ai eu un moment trop stylé, le moment dans la clairière où avec les lampes, les torches bleues, où elle décide de sacrifier un ours sacré, un animal sacré. À ce moment-là, je l'ai fait sortir de son apparence d'adolescente, montrer sa vraie forme, et en fait c'est une femme vieille, âgée, elle a des immenses cheveux argentés qui flotte à 5 mètres d'elle, elle vole comme ça. Vraiment j'avais fait un discours un peu improvisé hein, où elle disait je suis Ainulorier de la lune, doyenne des Arindel et première reine de la Narriamorienne, et je vous sauverai de votre malédiction, malgré vous s'il le faut. Moi je sais plus, j'avais écrit un truc, en vrai c'était trop cool. J'avais mis la musique de Final Fantasy VIII
La musique de bataille contre Ennio Laurier, c'était la musique The Extreme. Écoutez-la, c'est un banger. Enfin, j'avais mis beaucoup de musique des Final Fantasy VIII à des moments un peu clés pour souligner mes boss et tout ça. Donc là, il y avait une énorme baston avec Ragnar et tout ça. C'est à ce moment-là qu'ils ont réussi à tuer Ragnar. Mais je pense, oui, que le personnage de Ragnar doit avoir plus de profondeur. Le personnage de Ragnar, il existe vraiment à travers le dragon que je trouve hyper intéressant. J'ai adoré que les histoires des elfes, du dragon, de Bren soient toutes reliées et qu'en fait tu découvres que la terre de magie c'est grâce au sang du dragon. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Il y a un monde dans lequel les méchants arrivent à faire revivre le dragon. Et alors là, vous voyez les stats du boss, mais c'est perdu. C'est ciao. Alors j'arrive à la fin, mais avant d'y arriver, autre moment un petit peu tragique, au moment où mes joueurs se sont fait griller comme étant les chefs de la résistance, ils n'arrivent pas à les récupérer tout le monde, et tout le monde à l'auberge de l'épée se fait enfêter, notamment Klaus, le père de Tala, tout le monde se fait enfêter. Ils sont tous attrapés, sauf évidemment un même personnage joueur qui organisait la résistance dans les égouts. Voilà, pour le dernier mois de la résistance était à se cacher dans les égouts. Et c'est de là qu'elle organisait un petit peu toute la lutte. Et le temps de préparer les troupes et tout ça. Hélas, voilà, il y en a qui se sont fait choper et enfêter. J'adore Ennio Laurier. J'avais fait la scène où j'ai un de mes joueurs qui, alors qu'il essaie de s'infiltrer dans la cible, il la voit passer. Et on l'a décrit comme une adolescente, parce qu'elle est dans sa forme d'adolescente. Et elle est allée la voir en disant « Bonjour !» Elle s'est dit « Tiens, une adolescente elfe, peut-être que je peux discuter avec elle ?» Et Ennio Laurier, elle la regarde et elle fait « Vous ne devriez pas être ici !» Elle l'a agrippée avec plein de racines, et puis ensuite elle a été... on lui a fait oublier avec les baies de l'oublier. Mais j'adore ça que les personnages rencontrent le grand méchant en se disant « Oh, c'est une adolescente !» alors qu'en fait c'est le grand méchant big boss final. Je vous passe toutes les péripéties, mais à un moment la flèche se fait attraper. Elle va être exécutée, pour la première fois quelqu'un va être exécuté sur la place publique. Et en fait c'est un piège pour attirer la résistance. Il y a Ennio Laurier qui rentre dans la bataille avec son griffon. C'est une énorme baston où la résistance se massacre avec l'occupant elfe. Très très sympa comme scène, et c'est à ce moment là que Morgan se ferait un chemin jusqu'à Erisadan. Et d'un coup net il arrive à le décapiter en 1 contre 1. Ce qui était une bonne strat parce qu'Erisadan il a une attaque qui permet de toucher toutes les personnes en même temps qui se battent contre lui. Donc il a tué Erisadan, sauf que Ennio Laurier elle est tellement zinzin qu'en fait elle se dit, moi c'est ça que j'ai fait au personnage, elle se dit mais moi en fait je vais enfêter tout le monde, tous les humains n'auront plus à subir la terrible condition de l'espèce humaine d'avoir des sentiments, d'avoir de la tristesse, du chagrin, tout ça va disparaître dans le néant et l'oblivion de l'enfêtement. Et ensuite, elle, tous ses lieutenants, elle les enfêtera avec les souvenirs d'animaux sacrés. Et elle sera la seule à être un peu la reine de ce monde enfin apaisé, qui n'aura plus conscience de la souffrance que peut apporter sa mortalité. Voilà. Et donc, à la fin, revient Erisadan, qui tient sa tête comme ça et il a les yeux bleus éclatants des animaux enfêtés. Elle a fait ça aussi à Lazaril, elle a fait ça à des grands pontes des elfes. Et donc à partir d'un moment il était clair que une fois que Ragnar avait été vaincu, Kanan ils avaient réussi à tuer tous ses sbires mais ils n'avaient pas réussi à le tuer. Ils s'étaient dit en fait c'est trop compliqué de réussir à le tuer, il faut qu'on se concentre sur autre chose. Et donc à la fin, pendant le grand soulèvement final, Kanan réussit à trahir tout le monde et il s'enfuit avec le bateau et tout Brenhaven a été pillé. Ce qui économiquement est assez catastrophique pour la ville. Mes joueurs étaient tellement focus sur putain il faut qu'on arrive à vaincre l'envahisseur qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ça quoi. Et donc mes joueurs à la fin vont se confronter dans l'abbaye à Ennio Laurier. Et alors là, mais je vous invite à faire ça. Il faut monter les potards. Ennio Laurier, ils l'ont vu dans sa version adolescente, ensuite dans sa vraie version vieille, trop stylée, qui flottait. Et là j'ai dit mais il faut qu'on monte encore plus les potards quoi. Ennio Laurier, elle est sur son trône dans l'abbaye, entourée de Erisadan avec les yeux bleus et de Alasaril. Et en fait elle lance un espèce de sort, il fusionne les trois dans une espèce d'entité. J'étais dans Final Fantasy, boss de fin de Final Fantasy là. J'étais complètement grosse musique épique, pareil du Final Fantasy 8 je crois. Et en fait c'est une espèce d'entité où elle est en haut comme ça. Et fusionné à elle, il y a Erisadan qui est au niveau du bas de son corps, qui se bat avec son épée qui tient sa tête. Et il y a Alasaril qui est au creux de son sein, qui est un peu lové comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné à Ennio Laurier un pouvoir de chacun de ces deux sbires. Erisadan qui pouvait frapper tout le monde d'un coup, et Alasaril qui pouvait 3 fois demander aux joueurs de relancer des dés. Et c'est devenu un boss, mais tellement impétable. Mes joueurs, pour la première fois,
je les ai eu vraiment avoir peur de se dire mais là on va crever quoi. Parce que Enil Laurier elle a tous ses pouvoirs. Et Enil Laurier tu l'attaques, tu rajoutes un jet de volonté, c'est moi qui décide qui t'attaque. Donc ils se fracassaient entre eux, ils se boostaient leur stats pour avoir un maximum de volonté. Elle annulait tout avec Al-Azaril. Et vraiment j'ai vu le désespoir naître dans mes joueurs, parce qu'eux se rendaient pas non plus vraiment compte qu'ils l'affaiblissait quand même au fur et à mesure petit à petit. Et ce que j'ai fait c'est qu'au bout des 2 tiers de sa vie, et ben ils ont réussi à tuer Al-Azaril, genre schlack, ils le tranchent. Il meurt, ensuite il réussit à tuer Erissadan et donc petit à petit elle s'affaiblit, voilà. Donc j'ai vraiment pas joué à grand chose et ma joueuse qui jouait le Tala était tellement paniquée, elle s'est dit en fait on va pas réussir. J'ai réussi à instaurer le doute, hein, je l'ai vu dans leurs yeux, ils vont échouer quoi. Et effectivement ils l'auraient pas tué, et ben c'est foutu, c'est les elfes qui gagnent quoi, parce que si elle est invaincue, c'est elle qui contrôle la région et puis advient ce qui arrive dans la fin de la campagne quoi. Et ma joueuse elle court dans l'abbaye, elle décide d'abandonner le combat et elle court dans l'abbaye pour aller essayer de retrouver ce qu'ils avaient appris à ce moment-là, qu'il y avait les baies de souvenirs qui permettraient de désenfêter un peu tous ses proches. Et en fait, quand elle arrive dans les sous-sols, là où il y a toutes les baies, elle se rend compte que tout a été détruit. Puisque Enil Laurier n'avait plus aucun intérêt à ce que des gens qui étaient enfêtés puissent récupérer leurs souvenirs. Et donc il y a ce moment très tragique où toute l'abbaye est en flammes, les autres ont réussi à vaincre Enil Laurier, tout s'effondre. Et elle, au dernier moment, elle décide quand même de s'enfuir parce qu'elle était à 2 doigts de se dire non mais je me laisse mourir. Et c'est comme ça que se termine le combat final contre Enil Laurier. Ensuite, il a fallu quand même débarrasser Fort Greystark qui avait été pris par les hommes bêtes qui restaient. Donc c'était encore un combat un peu épique, mais quand même en deçà du combat avec Enil Laurier fusionné. Et ce que j'ai rajouté à la fin, qui était la scène de fin qui était très très belle, c'est que effectivement Tala, quand elle voit tous les bocaux avec les baies, elle se rend compte que la moitié de tous ces centaines de bocaux qui ont été posés contre les murs et qui ont été détruits appartiennent à Erissadan. Et donc, ce que j'ai décrit une fois que la campagne avait été finie, c'est que à la place de l'abbaye repousse des arbres, des années plus tard, il y a un oiseau qui vient manger une de ces baies, enfin une nuée de corbeaux. La plupart meurent parce que c'est trop pour eux. D'un coup ils ont des visions qui brisent leur esprit, mais il y en a un qui survit et qui a la vision d'Erissadan. Et ce que j'ai fait, c'est que donc je décrivais les visions du point de vue d'Erissadan. C'est qu'on se rend compte que Erissadan c'était le premier amour de la mère de Tala. Serindewen elle lui dit que vu que leur peuple est en train de mourir, ils devraient essayer d'avoir d'autres partenaires. Et il lui dit non, je n'aime que toi. Et on se rend compte qu'il y avait une très belle histoire d'amour entre les deux. J'avais établi tout un mystère dès la première session où on avait fait un 10 Candles et en fait les personnages retrouvaient à la fin le corps de la mère de Tala qui avait été tuée dans l'auberge. Donc on se demandait toujours qui a tué la mère de Tala. On se rendait compte donc dans les visions que c'était Erissadan qui... J'ai une musique trop triste de Final Fantasy X et tout ça en fond. C'est Erissadan qui était en mode non, il faut qu'on aille aider les humains, c'est honteux ce qu'on fait, on se réfugie dans notre forêt, on les laisse crever et tout ça. Alors Erissadan ça a toujours été un horrible antagoniste avec eux quoi. Et tous les gens se regardent en mode mais c'est Erissadan là, c'est lui qui a dit non on va sauver les humains, c'est le premier sur les remparts qui libère la ville de Brenhaven. Évidemment on voit aussi que la mère de Tala, Serindewen, Al-Azaril, tous Erissadan se procèdent devant Enil Laurier et se décident effectivement qu'il faut absolument sauver le peuple. Ensuite il y a une scène où Erissadan il voit Serindewen sur le toit de l'auberge du pont qui tombe amoureuse de Klaus et qui s'embrasse. Une autre scène c'est le soir, à travers une des vitres de l'auberge de l'épée, il regarde l'enfant qui est né de cette union et il y a Serindewen dans sa robe de chambre qui vient le voir et il dit est-ce qu'elle est mortelle? Enfin, oui elle est mortelle, il dit mais je vous sauverai toutes les deux de cette malédiction qu'est la mortalité. Et Serindewen il se part et lui dit mais la mortalité est plus facile à accepter une fois que tu as des gens mortels avec qui vivre. Et donc on comprend pas pourquoi ce personnage d'Erissadan était gentil au début. Et Enil Laurier se rend compte en fait que Serindewen va les trahir, en tout cas qu'elle va révéler peut-être des secrets de la mortalité. Et elle demande à Erissadan de la tuer. Erissadan il refuse, il dit c'est impossible. Il la regarde et il dit mais je l'aime. Sauf qu'il a prêté serment, du coup il sort son épée, il veut se tuer. Et il dit voilà, il n'y a pas de sortie à ça, je vais me tuer. Et Enil Laurier lui dit certains d'entre nous doivent faire les sacrifices les plus terribles pour mener à bien le projet de notre peuple et sauver notre peuple. Elle lui dit tu vas commettre l'irréparable. Elle se retourne, elle prend une couronne de baies et elle lui dit mais tu oublieras. Erissadan, à un moment de la libération, il tue Serindewen et il s'enfuit. J'ai fait cette scène où il hurle comme ça dans l'abbaye, il dit mère, faites-moi oublier, mère. Et donc on se rend compte que c'était le fils de Enil Laurier. Et Enil Laurier en fait elle lui fait oublier, mais elle lui fait tout oublier, même sa personnalité, tous ses souvenirs, jusqu'à ce que ça ne devienne plus
que le bras armé nécessaire à la survie de son peuple, et c'est pour ça qu'il devient cet homme lugubre, sans rien, c'est sans aucune empathie pour personne quoi. À la fin c'était une très belle fin tragique pour Erisadan qui donnait une nouvelle dimension au personnage, un peu plus de profondeur, voilà, comme vous pouvez le constater, plutôt que simplement c'est pas Jojo le rigolo, il est pas là, il est pas content. Et donc notre campagne s'est terminée plutôt positivement puisqu'ils ont réussi à transmettre eh bien, le corps du drac après une bataille épique contre les Ifriers à la reine Mainerine qui sauve son peuple mais qui ne peut pas les débarrasser des Nuloriers, donc ils doivent se débarrasser des Nuloriers eux-mêmes, et après s'en être débarrassé, Kanan a pillé toute la ville, mais il décide d'élire Vern, le chef de la résistance, comme margrave cette nouvelle ville libérée de Brenhaven. Hélas, comme tout a été détruit, les Enfêtés ne reviendront jamais, et donc après que son père soit mort de vieillesse, Majos qui jouait à l'arrivée, elle décide d'aller passer le restant de ses jours, et peut-être son immortalité, sait-on jamais, son immortalité dans la Laria Morienne, avec les elfes, ouais, parce qu'en fait elle a tout perdu quoi. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a son amoureuse, Birgit, qui est morte aussi, que les animaux sacrés, ils détruisent tout en ville, et ben malheureusement elle se fait embrocher par un cerf sacré, donc elle a perdu son amoureuse, son daron, son oncle, elle a tout perdu Majos, c'était horrible, on faisait que de pleurer. Ah, c'est des émotions, c'est ça que j'ai beaucoup aimé hein. Pas que c'est efficace, c'est vraiment des émotions et ça peut très mal se finir comme ça peut très bien se finir quoi. La fin c'est un peu cataclysmique. J'ai quand même voulu mettre une touche d'espoir là-dedans parce que j'avais le personnage de Rosa qui s'était fait tellement choper par les elfes qu'elle avait été enfêtée. Et c'est ça, c'était très beau aussi par rapport à son personnage parce que ce personnage est une statue vivante et la question est de se poser mais est-ce qu'elle est vraiment vivante ou pas? Et à partir du moment où tu peux être enfêté, quelque part c'est que tu avais en toi une certaine humanité, voilà. Mais c'est au moment où elle se fait enfêter que eh ben on se rend compte que vraiment elle était humaine après tout. Et en fait en étant enfêtée, les réfugiés de Canaan ont fait une mission représailles et ils l'ont détruite. Et à la fin, l'auberge de l'épée est devenue l'auberge de la rose et trône au milieu de l'auberge, de la cour de l'auberge de la rose, la statue de Rosa qui est toute rafistolée. Et la campagne se termine avec l'arrivée d'une femme, puisque maintenant que c'est libéré, les magiciens sont revenus. Et je ne dis pas qui c'est, mais c'est une femme avec un grand chapeau. Elle vient toucher la statue, elle prononce quelques mots magiques d'incantation et elle repart immédiatement sans aller boire ou dormir à l'auberge de l'épée. Et au moment où elle passe les portes de l'auberge de la rose, pardon, la statue commence à rebouger. Voilà, c'est Rosa Magiré qui est revenue donner naissance à sa Rosa. Est-ce que ce sera l'ancienne Rosa? Est-ce que ce sera la même? Voilà, ça se termine là-dessus, donc c'était quand même une très belle fin. Qui a pu boucler cette très longue campagne, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait jouer, ce que vous avez ajouté, ce que vous avez enlevé. Moi je pense que, quels que soient les méchants qui survivent à la fin, il faut que vous les fassiez évoluer. Imaginons qu'il n'y a que Carmichael, ils ont réussi à se débarrasser de tous les autres, et ben je sais pas, peut-être que Carmichael il trouve... en fait depuis le début il était influencé par le nécromant, et en fait il faut que vos personnages ils aient de plus en plus d'importance en fonction de combien de temps ils résistent dans l'intrigue. Et que les derniers méchants que les joueurs doivent confronter, et ben ce soit vraiment des grands méchants avec une grande dimension. Je pense que même sans ayant des pouvoirs, Carmichael peut être un grand méchant tyrannique qui peut vraiment mettre à mal les joueurs quoi. Mais ça qui est bien, c'est qu'il peut y avoir vraiment plein de fins différentes. Voilà, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Je pense que la vidéo est très longue. Je sais pas si vous avez des conseils, des idées, des questions à me poser. N'hésitez pas parce que j'ai évidemment pas pu parler de tout. C'est une campagne très riche, moi, qui m'a duré 2 ans. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode sur la ville en jaune. Ce sera du Cthulhu. Ciao!